Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un update lecture avec du très très bon et un petit peu de moins bon quand même, on va pas se le cacher. 2 récits de fantasy et un récit de SF, c'est pas tous les jours que ça arrive sur la chaîne, donc voilà. Je vais les présenter dans l'ordre d'appréciation, on va dire, et malheureusement la première lecture a été quand même une déception, on va pas se le cacher. J'ai effectué une lecture rapide sur la fin parce que ça ne m'intéressait plus vraiment. Il s'agit donc de Lord Cochrane, je crois que c'est Cochrane, vs Lord des Catacombes de Gilberto Villarroel, donc chez les Forges de Vulcain. Le premier tome de cette série m'avait beaucoup plu, donc qui est Lord Cochrane vs Cthulhu, donc on est sur de la réinterprétation Lovecraftienne, donc moi j'aime beaucoup les récits de Lovecraft, mis à part quelques petits problèmes, vous le savez très bien. J'étais vraiment enchantée de lire la suite parce que j'avais plutôt bien aimé le tome 1, j'avais trouvé ça original, il y avait un côté historique qui m'avait beaucoup plu, vraiment très creusé sur Fort Boyard, le mythe de Cthulhu était vraiment bien repensé et tout, et donc dans celui-ci j'y suis allée un peu confiante. Malheureusement j'ai pas du tout accroché à l'histoire, notamment parce que il y a une partie qui se passe dans les catacombes, donc ça on le sait quand même dès le début, c'est des choses que je connaissais beaucoup plus. J'ai trouvé que le côté historique était certes intéressant mais moins poussé et moins intéressant que dans le tome 1. Il y a beaucoup de pages de côté historique, il y a un véritable problème de rythme je trouve, c'est-à-dire que le tout début, au moins la moitié du récit, il n'y a pas grand chose qui se passe, c'est beaucoup de parlotte. La réinterprétation Lovecraftienne est intéressante parce que c'est un des textes que je préfère pour l'instant, mais je vais pas vous le dire parce que j'ai pas envie de vous spoiler, mais elle est moins sympa quand même que dans le tome 1, c'est moins poussé, il y a moins de choses qui sont creusées. Le point vraiment que j'ai aimé dans l'histoire, c'est le personnage principal, quand on parle de son passé, quand on essaye un peu de construire autour de lui, parce que c'est vrai qu'on est beaucoup sur l'historique de la bataille, et voilà, de l'enquête, et on n'avait pas grand chose sur le personnage principal, et là, c'est un peu plus creusé, mais l'enquête est assez prévisible, ça prend énormément de temps, ça m'a pas emballé du tout, pour tout vous dire. Je levais un peu les yeux en ciel en me disant oh, il reste encore 100 pages, ça avance pas et tout. Alors, ça c'est tout ce que j'ai pas vraiment aimé dans le récit. Par contre, le seul point positif et vraiment que j'ai aimé dans ce récit il est découpé en 2 espaces-temps distincts, donc l'histoire principale et on a tout un truc avec Jules César. Voilà, et on mélange la légende Lovecraftienne, donc c'est très barré, c'est ce que j'aime dans ce récit. Mais ce point-là m'a beaucoup plu parce que historiquement c'est drôle et bien trouvé, il y a ce côté où on réécrit la guerre des Gaules, bref ça c'est hyper cool, il y a tout un truc avec Vercingétorix, et ça c'est vraiment tous ces chapitres là, donc qui sont des chapitres qui apparaissent quand même assez souvent dans le récit, j'étais vraiment dedans, mais l'histoire principale je trouvais qu'elle était assez creuse, qu'on s'y perdait et il n'y avait pas beaucoup d'intérêt, sachant qu'en plus le titre nous spoil vraiment la moitié du livre, donc c'est pas très intéressant. C'est un récit mitigé, voilà, il y a des choses que j'ai aimées, comme tout ce point de vue sur César, sur l'intelligence un peu historique de réinterprétation qui est vraiment pas à nier. Par contre, tout ce qui est essentiel, c'est-à-dire l'histoire, l'intrigue, ce qui donne envie de lire le livre, je trouve que dans celui-ci c'était pas très réussi, et c'est que mon avis personnel, mais le tome 1, si vous avez envie de découvrir, je vous conseille bien plus le tome 1 qui je trouve est beaucoup plus palpitant et intéressant que celui-ci. Donc voilà, mais ce n'est que mon humble avis sur la question, voilà, donc je suis pas sûre de vouloir lire la suite pour tout vous dire parce que je me suis quand même ennuyée pendant la lecture. Passe à de la SF. Alors ça a été une lecture que j'ai bien aimée, c'est le livre que j'ai moins aimé de l'auteur pour tout vous dire, mais j'avais adoré les autres livres de l'auteur, donc voilà. Mais c'est surtout que c'est un livre qui est assez dur psychologiquement parlant, ça a réveillé plein de choses en moi, un peu tristouille, donc voilà, c'était un peu compliqué, mais je vous présente L'Homme Nu de Dan Simmons. C'est une histoire qui est assez triste et qui parle de sujets qui sont pas faciles et qui sont vécus et subis par plein de gens. En fait, on suit l'histoire d'un couple qui parle par télépathie. Alors, c'est pas ça le truc qui est vécu par plein de gens, mais ils parlent par télépathie, ils s'aiment énormément, jusqu'au jour où la femme de ce couple va avoir une maladie et va en décéder. Donc en fait, son mari va se retrouver sans lien, il va tout perdre. Sachant qu'on était vraiment dans une relation fusionnelle, c'est-à-dire qu'ils s'entendaient penser, je veux dire, ils vivaient, ils avaient pas besoin de parler, bref, on était sur quelque chose de très fusionnel entre les deux. Et donc on suit sa vie après la mort de sa femme, toute sa chute un peu dans la dépression et dans le deuil et tout. C'est pas un livre très drôle, mais c'est un livre que j'ai bien aimé dans l'ensemble parce qu'il parle de sujets qui sont très tristes, c'est très émouvant comme récit, hein. Ça parle de la maladie, ça parle du deuil, de façon plutôt bien réussie et en même temps pas trop voyeuriste. C'est ce que j'ai aimé, c'est qu'il y avait quand même un peu de distance avec les personnages.
Il y a des moments, c'est hyper surprenant, j'ai été surprise à plusieurs points parce qu'en fait on suit le personnage dans une aventure qui est totalement loufoque. Ce qui va lui arriver, ça va qu'être des enchaînements de choses plus improbables que les unes que les autres. Et voilà, c'est assez intéressant là-dessus parce que tu sais pas jusqu'où ça va. Et les personnages sont attachants parce qu'ils sont assez gris, on est hyper surpris sur plein de points. Il y a toute une réflexion sur le non-désir d'enfant aussi dans le livre qui est assez intéressant et qu'on voit pas forcément souvent. Donc ça c'est hyper cool, j'ai beaucoup aimé. Et pas trop, il y a quelques endroits où c'était prévisible, voilà, parce qu'il y a des gros secrets et tout qui sont révélés. Mais c'est un récit qui est hyper bouleversant parce que comme la télépathie change tellement la relation dans plein de choses que vraiment c'est hyper touchant. J'ai bien aimé ce côté-là de la science-fiction dans le récit, j'ai bien aimé le personnage, les événements qui sont plus ou moins violents. Il y a juste le côté en fait scientifique. Il y a tout un moment dans le passage, et c'est là que j'ai un peu haussé des épaules, où ils essayent d'expliquer quelque chose vers la fin du roman. Ça essaye d'expliquer des trucs et en fait ça part un peu dans le what the fuck pour moi. Et pour moi c'était trop what the fuck à certains moments pour être crédible. Voilà, vraiment. Mais ça c'est mon esprit qui fonctionne comme ça. Donc j'étais un peu en mode ouais, la fin elle est comme ça, c'est pas une fin qui je trouve hyper crédible et tout. C'est une fin qui est un peu chelou sur certains points, mais hyper triste et qui pose des questions aussi très intéressantes. Il y a aussi un point que je souligne parce qu'on m'a déjà signalé que Dan Simmons était raciste. Dans ce livre-là, au contraire, je trouve que l'auteur, il a une vision, notamment il y a tout un passage où il se retrouve dans les bas quartiers un peu SDF, et il est frappé par des hommes noirs dans le récit, des jeunes hommes noirs où il parle un peu de la violence et tout, des quartiers et tout. Mais juste après, il va parler, en fait, comme il lit en fait dans les pensées, il lit les pensées de tout le monde, donc il lit la violence de ces jeunes qui vont le frapper, donc ils sont discriminés et tout. Et en même temps, juste après, genre un paragraphe après, il va voir un homme blanc qui est beaucoup plus mauvais en fait. Au contraire, j'ai trouvé que c'était plutôt une critique en fait du racisme par ce point-là, mais c'est mon point de vue, hein. C'est peut-être moi qui l'ai lu comme ça, mais j'avais trouvé ça plutôt intelligent. Il y a des scènes, c'est vraiment crade, parce que comme il lit dans l'esprit des gens, il y a des choses qui sont vraiment malsaines. Ça parle en fait du côté horrible de l'homme, du poids de ce pouvoir en fait, et vraiment c'était intéressant. C'est juste qu'à la fin, j'ai trouvé ça pas très crédible. Les trucs scientifiques où il t'explique par A plus B avec des formules, ça ne m'intéressait pas, mais faut dire que ça a vraiment énormément remué des choses hyper tristes, et notamment il y avait toute une réflexion sur le désir de non-enfant qui était vraiment très crédible et intéressante, et bref, c'est une peur qui est exprimée, qui est vraiment bien exprimée dans le livre, les mots sont bien placés, bref. Le personnage est hyper gris et intéressant, et c'est un livre qui a un peu un voyage où ça va remuer des choses si ces thématiques-là te concernent. Voilà, ça va remuer des choses parce que faut pas lire ce genre de livre quand t'es en deuil, hein, parce que sinon c'est la dépression assurée. Ce qui est intéressant, c'est que je l'ai lu dans les nouvelles, le stick coule à l'envers, mais Dan Simmons, il a vraiment des choses qui reviennent dans ses récits, notamment il était professeur, donc en fait toute la défense des enfants et tout ça revient dans le livre, et c'est intéressant de retrouver des thématiques dont il parle, dont la mort qui est quand même une thématique qu'il parle extrêmement souvent, mais là c'était plutôt cool. Simplement ça manquait un peu de crédibilité, mais c'est peut-être mon esprit qui est pas trop SF sur certains bords, hein, ça c'est peut-être moi, mais moi qui aime la fantasy, mais la fantasy crédible, mais j'ai du mal quand ça part dans des théories scientifiques pas très voilà, qui viennent du professeur du machin, tu te dis ok, mais j'y crois pas. Voilà, j'y crois pas. Mais voilà, donc c'était vraiment bien. Si vous avez envie de découvrir Dan Simmons, il est vraiment cool. Celui-ci, c'était vraiment un moyen de parler de sujets très intéressants. Et enfin, oh mon dieu, cette lecture, je crois que ça a été un coup de cœur en fait. Pour l'instant, cette série, je l'adore. Ah, ça fait longtemps que j'avais lu un livre qui m'avait autant passionné, je n'avais envie que de lire pendant toute ma journée, j'avais envie de faire que ça, et je priais pour que les journées aillent plus vite, pour que j'aille enfin lire le livre. Je l'ai lu en une traite, et c'est quand même un beau bébé, parce que dans ces livres-là, je crois qu'il y a 3 livres, donc c'est des intégrales. Il s'agit donc des Aventuriers de la mer, et comment vous dire que j'aime les Aventuriers de la mer. Alors, les Aventuriers de la mer, avant de replacer Robin Hobb, l'assassin royal, ça a un ordre particulier de lecture, c'est-à-dire qu'il faut que tu lises, donc tu vas sur Wikipédia, mais a priori il faut que tu lises une partie de l'assassin royal, je crois que c'est du genre les 6 ou les 9 premiers livres, tu lis les Aventuriers de la mer, et tu renchaînes sur l'assassin royal, parce que si tu continues l'assassin royal, ça te spoil les Aventuriers de la mer, et ça serait bien dommage, parce que
Pour tout vous dire, j'aime encore plus que l'Assassin Royal parce qu'il y a des pirates, voilà, on va pas se le cacher, il y a des bateaux, il y a des pirates, et moi je suis en mode youpi, j'adore ça, j'ai 4 ans. Bref, donc, de quoi ça parle? Parce que je m'enjaille déjà, mais de quoi ça parle? Donc les aventuriers de la mer, il y a différents points de vue, c'est un livre déjà polyphonique et c'est ce que j'aime. On suit donc un personnage qui est donc le personnage d'Althea. Althea, c'est la fille d'un marchand, d'un seigneur marchand, on va dire. On est dans une ville, Tyrville, qui est régie donc par ces seigneurs marchands. Son père est malade, elle va en mer, voilà, elle a un bateau, donc elle travaille sur un bateau, voilà, ils ont un commerce, et quand elle revient, en fait, son père est très mal en point, il décède, c'est vraiment au début du récit, et elle s'attend donc à recevoir le bateau, la vive nef de sa famille, mais désolé pour elle, non, c'est son beau-frère tyrannique qui va le recevoir et la spoiler de son héritage, sachant qu'elle a grandi pour reprendre ce navire, elle comprend pas pourquoi son père lui a pas donné, et tout, donc elle va être dans cette quête de retrouver son navire. Donc on a ce point de vue d'Althea que j'adore, c'est un personnage que j'adore parce que elle a un sacré caractère, on aime ça. On a plein de personnages qui gravitent autour, et dans ce premier tome, on va dire qu'on a un autre point de vue avec des créatures assez étranges, voilà, qui viennent par-ci par-là, on sait pas trop. Et enfin, on a un point de vue d'un pirate. On a ce point de vue d'un fameux pirate qui s'est rendu sur une île, qui a vu des créatures, et ça s'est pas très bien passé. Et son but dans la vie, c'est de voler une vive nef et de faire de son commerce avec. Et par un concours de circonstances, en fait, il va libérer plein d'esclaves, donc il va être un peu vu comme un libérateur d'esclaves, mais le récit va au-delà, il va parler un peu des conséquences de ça. Bref, on a ces trois gros points de vue, on va dire. Et j'ai adoré, voilà, j'ai adoré. Alors c'est une sacrée pavasse quand t'enchaînes les trois, mais le récit prend un peu son temps au début. Moi j'étais directement dedans, mais je dois dire que c'est vrai que le début, on patauge un petit peu parce que ça met en place l'univers et tout. C'est un récit qui peut se lire indépendamment de l'Assassin Royal. Si vous n'avez pas lu l'Assassin Royal, il n'y a pas besoin de l'avoir lu, même s'il y a des petits clins d'œil dedans avec les Siduchés. Mais déjà, premièrement, les personnages. Alors comment vous dire que j'aime vraiment les personnages, je retrouve toutes les qualités de Robin Hood dans ces histoires, c'est de construire des personnages. Et que ça soit Althea, qui je trouve est déchirante sur son point de vue de fille spoilée, de femme qui veut pas rentrer dans le carcan, y a vraiment une palette de personnages assez exceptionnelle, parce qu'on a Althea, on a sa sœur, donc qui elle est beaucoup plus femme de marchand, qui se fait un peu manipuler, il y a son beau-frère, alors les méchants dans l'histoire, comment vous dire que le mec, j'avais envie de prendre le livre et de le claquer comme ça. Vraiment, elle arrive, Robin Hood, à faire des personnages comme Royal, où j'ai envie de les étrangler moi-même, voilà, dans le récit. Bref, non, vraiment, il y a des situations, il y a des... J'étais en mode... Je peux pas. Donc les personnages sont vraiment tous différents. Il y a un personnage masculin dans le récit qui est un peu pas l'amoureux, mais qui est un peu le désir sexuel d'Althea, on va dire, dans le récit, qui est... J'adore ce personnage, qui est accro un petit peu, il est un peu drogué, bref, je l'adore. J'ai un truc avec ce personnage, je le trouve hyper intéressant, un peu sombre, mais un peu loin des clichés aussi, donc j'ai trop hâte de voir comment ça va évoluer, pour tout vous dire. Donc il y a ce point de vue là, même au niveau des pirates, que ce soit un peu le pirate qu'on suit, qui est un personnage hyper gris sur certains points, il a une relation, En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont tous des bons et des mauvais côtés. Mais il y a une prostituée aussi dans le récit que j'adore. Il y a un autre personnage donc, qui est le fils du beau-frère d'Althea, donc son neveu, qu'on suit dans le roman, qui est passionnant aussi parce que ça renverse même les clichés de genre et tout. On a un enfant qui veut devenir prêtre et qu'on force à aller sur un bateau. Il y a tellement de choses à vous dire, pour tout vous dire. J'ai envie de vous en parler des heures. Mais les personnages et surtout leurs relations, parce que c'est intéressant de faire des personnages profonds, mais c'est leurs relations les uns avec les autres qui sont assez passionnante, parce que quand on prend je vais souvent revenir sur Althea parce que c'est plus facile pour moi, c'est plus simple à vous expliquer, mais sa relation est catastrophique avec son beau-frère, et en même temps son beau-frère il a une relation avec sa femme qui relève du toxique, et en même temps il a une relation différente avec ses enfants, et c'est assez passionnant de voir que chaque personnage a des relations différentes. C'est vraiment bien fait, j'ai adoré. Donc on va en finir avec les personnages, parce que vous avez compris que j'ai adoré les personnages. L'univers, alors j'aime beaucoup l'univers de l'Assassin Royal, mais c'est un univers qui est hyper classique, mais cet univers là est beaucoup plus original. Il y a des bateaux qui parlent, voilà. Donc quand même l'intérêt du récit, c'est qu'on suit certains bateaux ont été construits en bois sorcier, donc en vive nef, et elle se réveille avec le sang d'une des familles auxquelles le bateau a été confié. Et les bateaux ont une réflexion propre, ce sont des personnages, on suit différents bateaux, et je trouve ça passionnant, parce que ça soit Paragon, Ophélie dans l'intégrale 2, ou même la vive nef qu'on suit dans le récit, la vive nef qui aurait dû revenir à Althea,
c'est hyper touchant parce que c'est des personnages qui sont pas vraiment humains, donc ça c'est hyper cool. Et j'ai envie de vous parler de l'intégrale 2, mais ça sera dans le prochain update lecture, donc je me réfrène parce qu'il y a d'autres choses sur l'univers qui sont hyper cool, mais il y a tout ce truc où on voit un peu dans le tome 1 et des créatures qui sont, je crois qu'on les appelle les autres, ou qui sont un peu des serpents de mer hyper chelous. Il y a des choses qui sont vraiment cool, du genre l'univers j'adore, et en plus il y a des pirates, donc moi... Jack Sparrow, vous voyez, Elizabeth Swann, bref, j'ai grandi avec Pirates des Caraïbes, donc je suis pas du tout objective avec ça, mais j'adore, voilà, j'adore les récits de mer, j'adore les récits de pirates, sachant que là c'est des récits de mer qui sont pas trop demandeurs de connaissances maritimes. Donc t'es pas en mode il faut lever la voile du machin, du bâbord, du tribord, de la mer, du tribord. Non, c'est pas du tout ça, c'est plus dans l'action, il y a dans des réflexions. Bref, voilà, j'aime bien aussi les histoires d'amour, ou les histoires de désamour, ou les histoires un peu difficiles entre les personnages, on va pas se le cacher, et l'intrigue en soi est passionnante. Alors il y a juste un petit point que je pourrais émettre de négatif, parce que c'est un récit, quand tu lis de la fantasy, c'est Robin Hobb, je trouve qu'elle s'adresse surtout aux adolescents, même si celui-ci je l'ai trouvé beaucoup plus mature que l'Assassin Royal, parce qu'on a quand même des scènes de olé, un petit peu, sous-entendu, c'est quand même beaucoup, dans mes souvenirs, alors c'est quand même un peu plus violent, un peu plus mature, un peu plus creusé, donc voilà, moi je trouve que c'est la marche du dessus quand même par rapport à l'Assassin Royal. J'ai l'impression de vous enjailler sur le récit, mais je dis ce que j'ai sur le cœur. Mais on sait très bien, par les points de vue qu'on décrit, avec les intérêts des personnages, c'est-à-dire que ces personnages veulent ça, ce personnage évolue dans ça et ça, tu vois qu'en fait tous les personnages, ils vont avoir des liens au bout d'un moment, tu vois vers où l'intrigue se dirige, vraiment dans ce tome 1. C'est moins le cas dans l'intégral 2, mais tu vois où ça se dirige. Il n'y a pas vraiment énormément de surprises, à part à certains moments où il y a vraiment des personnages qui font preuve d'une cruauté, on se dit... non, on fait pas ça à ces enfants, voilà, on fait pas ça à ces enfants. Mais voilà, il y a un petit côté où on te tient un peu par la main, c'est toujours un peu ça avec Robin Hobb, où l'intrigue elle est quand même facilement décelable, même si parfois il y a des petits moments où t'es en mode « ouh, je l'avais pas vu venir », mais en soi, c'est le problème des... C'est un peu ça avec les récits polyphoniques où les personnages ont les mêmes intérêts, c'est que tu sais qu'ils vont se rencontrer, en même temps c'est sympa parce que tu les vois un peu évoluer, t'as hâte de voir, t'espères voir un peu les rencontres, ce que ça va donner, mais vraiment... C'est un coup de cœur, hein. Je crois que là, ça a été un coup de cœur, donc ça fait longtemps que j'avais lu un livre qui m'avait autant mis bien, j'étais bien dans ma lecture, j'étais en mode « oh j'ai hâte !» et j'ai vraiment été transportée, et ça m'a tellement replongée presque 10 ans en arrière quand j'ai découvert l'Assassin Royal. Il y a eu un effet nostalgie aussi, on va pas se le cacher, qui fait que j'étais hyper contente. Donc si vous aimez les bateaux, si vous aimez les pirates, si vous aimez les femmes indépendantes qui veulent récupérer leur navire, si vous aimez les personnages que t'as envie de gifler à partir de 4 pages dans le récit, si t'as envie de découvrir un univers qui est assez original et maritime, les aventuriers de la mer, faut y aller là, faut y aller parce que franchement, vraiment je trouve ça palpitant et j'ai adoré. Donc voilà, simplement sachez que j'ai eu quand même pas mal de commentaires qui m'ont fait part que des gens avaient du mal à rentrer dans le récit. Moi pas du tout, moi j'ai lu la première page, j'ai fait ok, on est bien installé, ça me plaît. Direct, je l'ai senti à la lecture. Il y a peut-être le style traduit qui m'a plu aussi, mais j'étais vraiment bien installée, donc je vous le conseille absolument. Donc après cette déclaration d'amour aux aventuriers de la mer, je vais vous laisser. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à me dire les livres que vous êtes en train de lire en ce moment, ça me permettra peut-être de choisir quelques romans potentiellement à lire plus tard. Et sur ce, je vous souhaite de très bonnes journées, de très bonnes lectures, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.